Bonsoir à tous, bienvenue au think tank Liberté et Prospective. Nous recevons ce soir Monsieur Bruno Saillet, agriculteur innovant, qui sera présenté par notre président du conseil scientifique, Christian Riccia, qui remplace au pied levé notre ami Jean-Michel Isakidis, élu, qui est appelé par ses devoirs justement d'élu. Je te remercie, Christian, de présenter notre intervenant du soir. Bonne discussion à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un très grand honneur d'être à vos côtés ce soir. Nous allons aborder un sujet qui est absolument stratégique pour nos petits-enfants, pour nos enfants et pour l'avenir. Un sujet qui devrait être inséré systématiquement dans les écoles à partir du CP ou même à partir de la naissance, si on avait cette intégration possible. J'ai eu la chance, grâce à la présidente Henriette Co, de rencontrer Bruno, et vous allez rencontrer là ce soir Bruno dans une préparation, dans une présentation de son métier, de sa formation, de ses objectifs. Bruno est reçu bien évidemment dans une terre agricole remarquable qui pourra sans doute devenir un modèle sur le plan européen. De mon côté, j'ai déjà présenté la structure à des responsables nationaux et des responsables des médias qui vont également se pencher sur cette terre et sur cette capacité de production et sur cette façon de produire. Moi, de mon côté, cela fait maintenant près de 35 ans que je travaille dans le monde de l'agroalimentaire et la santé. J'ai quasiment effectué un mi-temps en expertisant une centaine de filières agroalimentaires et sur le terrain, physiquement. Et là, je peux vous préciser avec beaucoup d'humilité que Bruno est une superbe personnalité qui a une formation remarquable. Et donc, Bruno, je vais vous demander d'où venez-vous, où allez-vous avant votre présentation. Merci de nous donner votre chemin de vie. Bonjour à tous. Donc, pour faire vraiment très court, parce que c'est un peu compliqué, mais je suis un pur produit de l'enseignement agricole public. Donc, un bac, ça ne s'invente pas, un bac déprime. Je pense que ceux qui avaient inventé ce nom ne savaient pas à quel point ils tapaient juste par rapport au monde agricole. Donc, voilà, suite à ce bac, une installation, et pendant 25 ans, agriculteur sur une toute petite ferme dans le nord du Tarn, dans la vallée de l'Aveyron, avec des chèvres laitières et des vaches à viande. Et là, je peux dire un long fleuve tranquille qui a quand même duré 25 ans, où on a réussi à survivre malgré l'absence d'aide, parce que la politique agricole commune n'aide pas tout le monde, n'aide pas les maraîchers, n'aide pas les arboriculteurs, n'aide pas des chevriers, n'aide pas un certain nombre d'activités. Et malgré tout, on a réussi, en combinant à la fois le sport et l'agriculture, puisque j'avais aussi ces deux compétences, à résister. Au bout d'un certain moment, la résistance elle a des limites et il a fallu changer. J'ai aussi des soucis, le changement a été lié à une séparation, voilà, et il m'a fallu redémarrer quasiment à zéro, donc j'avais bac plus zéro, et redémarrage. Formation d'abord à la faculté pour un diplôme d'études psychopédagogiques parce que je voulais quitter le monde agricole. Et le monde agricole m'a rattrapé et je suis devenu ingénieur des techniques agricoles. Et à partir de là, j'ai passé 18 ans au ministère de l'Agriculture avec différents postes, mais essentiellement des postes liés à la direction de fermes de lycées. Sur ces postes, j'ai pu voir beaucoup de modèles, de systèmes, puisque comme j'étais pas fonctionnaire, j'étais pas titulaire, on me faisait bouger tous les 2 ou 3 ans. Donc ça m'a fait faire un compagnonnage, un tour de France,
qui était dur psychologiquement et physiquement, mais qui a été très enrichissant. Il faut bien qu'il y ait quand même un revers à la médaille, et de ce point de vue-là, ce revers était plus qu'intéressant. Et puis, après avoir reçu, lorsque je travaillais à la Bergerie nationale à Rambouillet, Valentine Deganet, qui était venue faire une formation. 5 ans plus tard, elle me demande, elle m'envoie, je reçois un mail pour savoir si je connaissais quelqu'un pour reprendre un domaine de 450 hectares et le transformer en agriculture biologique, parce qu'elle ne trouvait personne. Donc là, parce qu'il n'y avait rien, il y avait tout à construire. Donc, j'ai dit banco, moi je connais quelqu'un. Et puis, un peu de folie, puis je suis reparti vers le nord, puisque je m'étais rapproché du sud, puis je suis remonté dans le nord. Le nord, pour le sud, pour les gens du sud, le nord, c'est au-dessus de Montauban. Hein. Donc là, je suis monté vraiment pour eux vers les ours polaires. Et on a la famille de Deganet, j'ai présenté un projet, ils m'ont demandé de présenter un projet, j'ai présenté un projet et ils m'ont donné carte bleue et carte blanche. Ce que je n'avais jamais eu en lycée agricole. Et pourtant, c'est les lycées agricoles qui devraient avoir ce rôle de tester, de voir ce que l'on peut faire, de pousser les manettes vraiment loin pour pouvoir voir si on peut faire sans engrais, avec engrais, peu d'engrais, sans désherbants, sans insecticides, sans effets, etc. Et on a perdu un petit peu cette capacité malheureusement dans nos lycées. Et on en reparlera peut-être après dans la discussion, mais justement, c'est une des raisons pour laquelle Valentine essaie de monter avec d'autres une école sur l'agroécologie. Donc, pour revenir à notre sujet, qui est ce domaine, eh bien, au début, on est parti, la commande, elle n'était pas l'agriculture biologique santé, comme j'ai pu l'appeler, c'était l'ABC. C'était tester l'agriculture biologique de conservation des sols, c'est-à-dire conserver le carbone dans les sols et faire de l'agriculture biologique. Le défi, au bout de 2 années, s'est avéré au-dessus de, en tout cas, peut-être d'autres y seraient arrivés. Moi, je n'ai pas. 2019-2020 a été une année extrêmement catastrophique d'un point de vue climatique. On était en 2e année de conversion. On faisait du semi-direct. Ça a été une catastrophe. Heureusement, c'était pas une catastrophe économique parce que on a des aides pour juste les 5 premières années pour la conversion en agriculture biologique, ce qui nous a permis de passer le cap en serrant les boulons dans tous les sens. Et on a réorienté. Il a fallu avoir une capacité collective à dire, bon, OK, là, ça ne va pas, on arrête tout, on change, on remet, on garde la stratégie, et je vais vous en parler de notre stratégie, hein, mais par contre, tout ce qui est méthode, on change tout. Et on est parti là-dessus. Donc, quand je parle de contraintes, quand je parle de choix, ce sont des contraintes que l'on sait donner. Et dans ces contraintes que l'on sait donner, bon, il y a des contraintes, bien sûr, dans les contraintes, pour un agriculteur, il y a les contraintes climatiques, il y a les contraintes sociétales, il y a les contraintes économiques locales, d'économie locale, etc. On ne vend pas, on n'achète pas, on ne fait pas, on ne produit pas ce que l'on veut. Mais là, ça, c'est une autre chose. Mais là, c'est vraiment des contraintes que nous, on se donne en plus du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et on s'est dit que pour pouvoir avoir une vision globale, un impact global, il fallait partir à l'envers quasiment de ce qu'on nous apprend dans les écoles. C'est-à-dire, on part des contraintes et on sait qu'on sera en mode dégradé, mais ce sont ces contraintes qui donnent un modèle agronomique et ce n'est pas le modèle agronomique qui impose ces contraintes. Donc, on est parti à se dire, bon, si on veut être à l'équilibre au niveau carbone, pour avoir le moins d'impact au niveau du climat, eh bien, nous, sur notre ferme, avec les gens, avec les forces en présence,
eh bien, on s'impose de ne pas dépasser 50 litres de gasoil à l'hectare, c'est-à-dire la moitié de la production d'un agriculteur conventionnel, en agriculture, qui fait l'agriculture avec des labours, des désherbants, etc., et qui consomme dans nos terrains à peu près 100 litres de gasoil. On s'est imposé d'être à la moitié de sa consommation. On s'est imposé aussi de ne pas dépasser 1 000 € de charge par hectare, tout compris, c'est-à-dire pour les investissements, mais aussi pour le fonctionnement. Et ça c'était pour ne pas dépasser l'équivalent, à ce moment-là, de 22 quintaux d'équivalent blé. Parce qu'on s'est dit que 22 quintaux, c'était même en année un peu compliquée. Si on a travaillé dans de bonnes conditions, on doit pouvoir y arriver. C'est un seuil que l'on doit pouvoir atteindre, quelle que soit l'année. Et donc, on s'est donné ce deuxième critère. Et on a pu y arriver parce qu'on est aussi sur une exploitation de grande taille. Sinon, ça c'est compliqué, mais je pense que cette notion de charge est à réfléchir pour toute personne qui s'installe. Ensuite, on s'est dit, mais voilà, nous, on est sur un projet où on est des salariés. Ce n'est pas notre exploitation. Il faut que ça soit viable, mais aussi vivable. Et on ne peut pas travailler de la même manière qu'un agriculteur qui a son compte. Mais ceci dit, je pense que les agriculteurs devraient réfléchir comme s'ils étaient salariés et non plus rester, c'est-à-dire que nous, on intègre l'ensemble de nos charges avant ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Les spécialistes me comprendront, alors qu'un agriculteur se paye après. Et moi, je pense que les agriculteurs, ils auraient intérêt à se payer avant. Et non pas attendre qu'il reste quelque chose pour vivre. Voilà. Donc, comme on est des salariés, on s'est dit, quand il faut travailler, quand il faut faire des semis, des labours, etc., il faut y être. Mais ensuite, quand on a fini, on s'en va. Et donc, on s'est imposé, le modèle, on a imposé à ne pas dépasser 200 jours de travail. Et dans nos objectifs, c'est aussi de respecter le territoire. Pour respecter le territoire, tout ça, c'était pour respecter l'économique et les humains. Pour respecter le territoire, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que l'on partage cet espace. Il faut que l'on ait moins de 100 hectares par personne travaillant sur le site. Et donc, il y avait déjà, mais ça fait partie de cet ensemble, il y a 3 personnes qui travaillent sur du maraîchage, pour qui on met à disposition cet hectare et pour qui on fait les gros travaux. Et ensuite, on a un apiculteur, on a 2 bergers qui sont là 7 mois de l'année pour entretenir les chaumes derrière, enfin maintenant des prairies derrière la céréale, puisque la solution que l'on a trouvée, c'est semer des trèfles et des luzernes à l'intérieur des céréales pour ne faire pâturer les brebis, pour que les brebis restent longtemps sur les parcelles et qu'elles redonnent de la vie à ces sols qui étaient devenus complètement lessivés, où il y avait moins d'1% de matière organique et où la vie du sol était entièrement avait disparu. Nous, d'ailleurs, dans nos objectifs de ces contraintes, c'est de faire passer la matière organique de 1% à 2%. On est dans des sables, dans d'autres terres, ça serait peu, mais dans des sables, c'est déjà pas mal. Si on arrive à doubler, qu'on consomme que 50 litres de gasoil et qu'on arrive à doubler le taux de matière organique, il faudra vérifier, parce que je n'ai pas tous les calculs, je n'ai pas fait les calculs, je ne suis pas un chercheur, mais on doit être pas loin de l'équilibre au niveau carbone. Ensuite, par contre, là, on a dès à présent, on a les indicateurs de biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'on appelle une biodiversité fonctionnelle, c'est pas la remarquable. On entend parler uniquement des ours blancs, des pandas, des mages. Là, c'est notre sol, tout ce qu'il y a dans le sol, les bactéries, les protozoaires, les mycorhizes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on a, mais aussi les oiseaux, les papillons, les carabes, les insectes, les araignées, etc., etc. J'en passe les meilleurs. Et là, on a le parc naturel régional qui font régulièrement des prélèvements, qui regardent ce qui se passe
et qui sont à même aujourd'hui de dire qu'en 4 ans, et ça a été une des surprises, on a vraiment réussi à refaire revenir les oiseaux. Il y a de nouveau des insectes. Quand on se promène, les pare-brises sont de nouveau impactés par des insectes. Il y a des milliers d'hirondelles à l'automne. C'est assez surprenant. Comme c'est bordé par des bois et qu'il y a une grande surface d'un seul bloc, eh bien, ça a permis une régénération plus rapide que je peux penser. Et encore plus important, il y avait un forage qui a été fermé pour cause de pollution à l'entrée du site, parce que l'ensemble de la ferme est sur une zone de captage. Il y a 14 sources, et ce captage avait été fermé pour cause de pollution aux nitrates et aux pesticides. Et là, on travaille avec l'agence Seine-Normandie, et de nouveau, le captage, alors il ne va pas être forcément rouvert tout de suite, mais des analyses qui ont été faites montrent que la potabilité de l'eau est redevenue normale. Donc, il se pose même la question, encore, ce n'est pas encore acté, d'une éventuelle réouverture de ce captage de surface, alors qu'ils ont été obligés d'aller chercher l'eau à très grande profondeur pour avoir une eau potable, parce qu'on en est là, on a détruit la plupart de nos masses d'eau destinées à la boisson, et je pense que c'est un grand problème à l'avenir. Alors, j'avais une présentation peut-être un petit peu trop technique, je n'en sais rien, issue d'une carte heuristique, donc une carte mentale, mais je vais le suivre un petit peu, moi, de mon côté, parce que je me le suis mis dans l'angle, tout en continuant à vous voir. Donc, par rapport à la santé du climat, on est parti sur, je vous en ai parlé, pour nous, c'est je vais aller plus vite puisque j'ai déjà beaucoup parlé, c'est 2 points, efficience énergétique puis carbone. Donc là, j'essaye de faire une petite synthèse de ce que j'ai pu dire en bavardage. Sur la santé du climat par rapport à l'efficience énergétique, on a travaillé sur l'énergie directe, mais aussi sur l'énergie indirecte, toutes celles que l'on n'en voit pas, tout ce que l'on appelle le cycle de vie, et d'essayer de faire en sorte que l'on consomme le moins de carbone par rapport aux machines, par rapport aux engrais que l'on ne met plus, donc là, on n'en consomme plus du tout, par rapport aux produits phytosanitaires qui sont très coûteux en énergie, mais on n'en met plus, donc on économise de l'énergie, on a du matériel d'occasion, donc c'est du matériel qui a déjà fait un cycle de vie que l'on essaye d'entretenir pour retarder au maximum son obsolescence. Et puis, on a quelques matériels neufs, et ces matériels neufs, on a même des tracteurs neufs, mais on les a achetés en leasing avec uniquement 300 ou 400 heures de travail. Après, on enlève la clé et c'est terminé pour limiter, une fois de plus, la consommation de ces machines et faire en sorte qu'elles durent le plus longtemps possible. Pour le puits de carbone, on a le pâturage des oreilles, on a des couverts en permanence, on a 0 export de matière organique, si ce n'est la matière organique contenue dans les céréales que l'on va vendre. Alors, cette partie-là, je ne peux pas affirmer que l'on a déjà réussi, parce que le reste, ce qui est étonnant, c'est qu'en 4 ans, on est déjà arrivé quasiment à tous les voyants au vert dans nos indicateurs. Celui-là, il va falloir le valider. On a des analyses qui datent d'une dizaine d'années et on va pouvoir vérifier au bout il va falloir 5-6 ans, parce que le problème, c'est que la matière organique, elle met au moins 10 ans pour gagner un demi-point dans les sols sableux. Donc, il y a un décalage. On est sur du temps long en agriculture. Voilà. Par rapport à la santé de l'environnement, mais je vous en ai déjà parlé, mais nous, on s'attache à essayer de préserver l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Donc, pour l'eau, c'est 0 phyto. Pour le sol, c'est limiter l'érosion, donc éolienne et hydrique. Et pour ça, on a mis en place des haies. Il y a de l'agroforesterie et on essaye de laisser les sols couverts le plus longtemps possible, que les sols soient nus sur une période la plus courte possible. Et pour l'air, c'est pareil, 0 phyto, moins de GNR, donc moins de gasoil, et 0 engrais organique. Et pourquoi 0 organique par rapport à l'air?
quand on dépend des fientes de poules ou autres, on a aussi une pollution de l'air qui peut être importante. Et surtout que maintenant, ça a un peu changé la réglementation, mais les engrais organiques utilisables en bio étaient des engrais qui pouvaient être utilisés même qui étaient issus d'élevage industriel conventionnel. Et moi, ça nous gênait énormément. On a dit, on ne peut pas produire comme ça, il faut vraiment faire différemment. Et puis, bon, la biodiversité, je vous en ai déjà parlé. Pour la santé économique, je vous ai donné ces 1 000 euros de charges, tout compris, et on essaie de faire en sorte que, comme on a des objectifs de rendement de 30 hectos, que le seuil de rentabilité hors prime est à 22 hectos, on a une certaine résilience, on est capable d'absorber des chocs. Et pour le moment, contrairement à beaucoup d'autres agriculteurs, j'espère que ça va pouvoir perdurer, on a une trésorerie qui est correcte et qui nous permet d'envisager l'avenir relativement sereinement. Et donc, ça aussi, je vous en ai déjà touché quelques mots, c'est la santé sociale, puisque là, on est sur ce projet, c'est l'ABS, l'agriculture biologique santé, ou système, ou donc approche globale. Et cette approche globale, elle est sur vraiment l'ensemble, donc le social en fait partie. Il faut, et pour pouvoir avoir les salariés, que nous soyons en bon état, il faut limiter le stress. On a du stress tout le temps, surtout quand il y a la grève qui s'annonce, que ci, que là. Mais quand c'est du stress lié aux événements, c'est une chose, mais que ensuite l'environnement, et là, la famille de Gagné, tout ça, vraiment, nous permet d'être serein sur ce point-là et ne nous met pas la pression par rapport, dans la mesure où le projet avance et que l'ensemble se déroule bien, eh bien, on a une sérénité, ce qui nous permet vraiment d'avancer sur ce territoire. Et on a généré aussi pas mal de partenariats. Je vous ai parlé des brebis, je vous ai parlé des maraîchers, je vous ai parlé du PNR, je vous ai parlé de l'agence de l'eau, je vous ai pas parlé du château, où on a puisque bon, voilà, ce sont des partenaires. J'en passe, mais les bûcherons. Donc, on a détruit des emplois en n'achetant pas de l'engrais, des désherbants, mais c'est des emplois qui étaient ailleurs, qui faisaient vivre des multinationales ou que sais-je, et d'autres intérêts. Et on a relocalisé, on fait vivre maintenant des emplois localisés qui dépensent sur le territoire. Donc, on a réussi, je pense, à mettre en place une dynamique intéressante de ce point de vue. Puisque je vous disais qu'on était on est même à 75 hectares par équivalent temps plein, c'est-à-dire de personnes à temps plein qui travailleraient sur ce site. On n'est pas, alors que l'on est à 600 hectares actuellement de travail à deux, plus une personne à deux sur les tracteurs et une autre personne pour nous aider dans tout ce qui est administratif, fichiers de paye, comptabilité, etc. Donc, pour un peu résumer, on a essayé de créer un système résilient avec des mélanges de variétés, avec diversité de cultures, avec un faible niveau d'intrants, avec un faible niveau d'amortissement et grâce à des économies d'échelle. Ensuite, il y a un autre point que je trouve extrêmement important pour la gestion d'une exploitation, c'est la transmissibilité. C'était un point qui était déjà à Johannesburg en 1999 dans la définition du développement durable, mais qui a été enlevé. On n'avait gardé que 3 piliers, économique, social, environnemental. Or, les chercheurs de l'INRA qui avaient travaillé sur cette question à Johannesburg avaient rajouté un 4e pilier qui était la transmissibilité. Et moi, j'en rajouterai un 5e qui est la localisation, pour limiter tout ce qui est transport, etc. Et donc là, pour la transmissibilité, ce à quoi on a réfléchi,
c'est de mettre en place un système simple et que ça soit du copyleft, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait soit visible, transmissible, soit diffusable. Et les fichiers, les cahiers de suivi, etc., puissent être transmis, puisque je vais partir à la retraite dans 1 an et demi, qu'après moi, il ne doit surtout pas y avoir le déluge, contrairement à beaucoup d'entreprises personnelles, unipersonnelles, qui se disent que si après eux ça va mal, c'est que finalement ils étaient bons. Donc là, l'idée est vraiment à l'inverse, c'est de le réfléchir longtemps à l'avance afin qu'il n'y ait pas de problème à la fin. Et je terminais par un point qui me tient même plus qu'à cœur, parce que ABS, c'est un système de sécurité, c'est un système de freinage, c'est un système de sécurité au freinage. Donc là, c'est comment freiner l'agriculture, mais en sécurité. Et aussi, le S, ça pourrait être la santé. Je vous en ai décrit un certain nombre, mais c'est aussi la santé humaine. Et si on retirait par ce fil rouge de la santé humaine, en le tirant à l'envers, en se disant qu'est-ce qu'il faut pour que l'on soit en santé, eh bien, ça veut dire qu'il faut peut-être inverser le paradigme, changer complètement notre manière de concevoir l'agriculture et de regarder quels sont les besoins physiologiques, quels sont les besoins éthiques, quels sont les besoins culturels pour définir un modèle agronomique et non pas, comme on le sait à l'heure actuelle, où l'on impose un modèle agronomique et qui a tous les désastres que l'on peut connaître, d'obésité, de diabète, de tout ce que l'on veut, de malnutrition, qui pose un certain nombre de problèmes. En conclusion, je ne sais pas où j'en suis, là, peut-être j'en suis à combien, j'ai peut-être été déjà trop bavard, je suis dans les temps encore. Tout à fait, très cher Bruno. Tu n'as pas atteint les 20 minutes là. D'accord. Donc, en conclusion, pour une avec mes collègues, avec les propriétaires, ben, on est engagé dans une agriculture qui soit bonne pour le climat et pour la santé. Voilà. Et bien pour ça, le grand souci, c'est qu'il y a besoin de changement. C'est-à-dire que pour le moment, c'est pas même ce que l'on fait, nous, on est puni de faire ça. C'est-à-dire, on est peut-être trop en avance. Je vous donne juste un exemple pour la PAC, c'est pour illustrer où on en est. On réserve 100 hectares pour les brebis qui stockent du carbone. On a des haies qui stockent du carbone. Mais tout ça est enlevé du parcellaire PAC. Tout ça est enlevé des aides PAC parce que nous n'avons pas des animaux en propre, alors qu'on a des animaux qui viennent pâturer, que l'on met à disposition, qu'on permet à d'autres de gagner leur vie. Et bien tout ça, ça nous inciterait même à détruire, c'est-à-dire à labourer ces parcelles, à faire en sorte qu'on agrandisse la surface pour avoir davantage d'aides. On a une inversion des logiques et on est presque puni de faire quelque chose de bien, d'essayer de faire, soyons prudents, de faire quelque chose pour le climat et pour la santé. Donc, nous, ce que l'on se pose, ce que l'on se dit, c'est que déjà, le premier des changements à réfléchir collectivement, je n'ai pas la solution, c'est la question du beau. Xénophon se l'a posé déjà dans l'Antiquité grecque, où il se posait la question, qu'est-ce que c'est qui est beau? Un panier de fumier ou un bouclier à l'or? Bon, moi je continue à poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est un terrain de golf ou est-ce que c'est un truc un peu plus qui consomme moins de gasoil, qui est un peu plus olé? Est-ce que des céréales qui sont un peu à toutes les hauteurs? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce qu'un cimetière entièrement désherbé, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? On a besoin de réfléchir cette question du beau, du climat et de la biodiversité, pas qu'au niveau agricole, à tous les niveaux. Ensuite, je vous en ai déjà touché 3 mots, c'est des questions de changement sur la réglementation. La PAC, pour le moment, punit ceux qui travaillent comme il faut, ou commence à les rémunérer, mais bon, le bio est en train de prendre vraiment un coup sur la tête, avec la montée d'HVE, mais on sait quand même, j'ai travaillé à la Bergerie nationale sur le cahier des charges HVE, je sais ce qu'il y a derrière HVE, et je peux vous dire qu'HVE, ce n'est pas entière, ça n'a rien à voir avec le bio, et malgré tout ce que l'on veut nous faire avaler,
Et il y a quand même énormément de désherbage, tout est autorisé en étant HD. Il y a juste qu'il faut être dans les normes. Voilà, il faut respecter la réglementation. Bon, OK. Ensuite, par exemple, un autre exemple, ce sont les impuretés au niveau de la livraison des céréales. Mais effectivement, par rapport à des conventionnels, quand on livre des céréales en agriculture biologique, eh bien, on a un peu plus de céréales. Et on est pénalisé parce qu'on a ces impuretés. Et voire même, c'est déclassé, alors que eux, après triage, ils vont le valoriser et faire une forte valeur ajoutée dessus. Donc, c'est l'ensemble du dispositif. Et puis, pour moi, c'est pas à l'agriculteur à trier pour livrer quelque chose de bien. Il faut que collectivement, on s'organise parce que ça coûte extrêmement cher le triage. Mais si c'est organisé au niveau on pourrait avoir des mélanges que pour le moment, on ne peut pas faire. On pourrait avoir des mélanges blé-pois, blé fémorol, blé lentilles. On pourrait aller vers de l'agronomie. Pour le moment, le modèle économique nous empêche d'aller vers de l'agronomie. Je ne vais pas aller plus loin, mais les labels, avec leur cadre très strict, ne serait-ce que pour vous donner l'exemple des vignes, où en Chinon, il fallait 4500 pieds de vignes sur des sables coquillés. Je suis désolé, mais si on veut faire du vin bio, il faut être à beaucoup moins que ça. Mais on est obligé à ce moment-là de quitter l'AOC. Donc, il y a des verrous dans tous les sens pour éviter que l'on puisse modifier les manières de faire. J'ai bien vu le signe, je l'intègre, mais j'ai quand même innovation au niveau du matériel, simple et fiable. Tous les agriculteurs vous le direz, mais si on veut aller vers il va falloir aussi que le matériel, comme tout dans la société, là je parle pour l'agriculture, mais on peut l'élargir énormément. L'origine de la viande, avant là, sage quand même, là tant pis, je prends 2 minutes, parce qu'il y a viande et viande. Nous, les bergers qui sont là, leur viande, elle ne mange pas de céréales. Elles ne mangent pas de paille, elles n'utilisent pas de paille, elles ne mangent pas de fouet, elles ne sont pas sous des hangars. Toute l'année, elles sont en extérieur et il ne faut pas faire de l'entropie, pas de l'entropie, excusez-moi, j'ai dit une sottise, le mot me reviendra. Il ne faut pas réagir en regardant les brebis comme si on est en tant qu'humain. Elles s'en portent très bien. Et j'ai pu constater qu'elles étaient en bien meilleure santé que toutes les brebis qui étaient en intérieur, en bergerie, avec des agneaux surgavés, avec du grain au-delà, et du grain qui pourrait être mangé par les humains. Donc, nous, ce que l'on voudrait dans notre projet, c'est favoriser de la viande qui ne vient pas en concurrence de l'alimentation humaine et qui ne déforeste pas à l'autre bout de la planète. Alors, après, l'agroalimentaire, on en a besoin, la distribution, on en a besoin, mais eux aussi, ils ont à faire à changer et à faire en sorte de transformer à minima les aliments. Cette transformation à outrance des aliments est une catastrophe pour la santé humaine. Des règles de l'OMC, encore autre chose. Jusqu'au GATT, en 1974, l'accord de Marrakech, l'agriculture était hors des accords de commerce internationaux. Et là, on les a mis, et on spécule sur le blé, et on spécule sur la viande, et on spécule. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est vraiment, pour moi, extrêmement grave. Et puis, le dernier point, c'est des changements par rapport à la formation, la recherche et le développement. Et mon dernier point, c'est merci de votre attention. Merci. Christian, tu as peut-être quelques questions à poser. Alors, d'abord, merci infiniment parce que dans cette présentation d'une trentaine de minutes, nous avons eu de nombreux chapitres. Chacun de ces chapitres aurait pu être affiné et on aurait eu un débat qui aurait duré plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que d'abord, on peut regretter que vous partiez dans 1 an et demi, parce que là, nous avons un sage qui a intégré un tel niveau d'expérience, un tel niveau de nuance, que nous allons avoir besoin de vous encore très longtemps. Ça, c'est absolument évident. Pour avoir travaillé avec Jean-Marie Pelt il y a une vingtaine d'années, nous avions les mêmes paradigmes, et tout ce que vous soulevez sur le plan stratégique est absolument vrai. Ce qu'il faut dire, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut partir des besoins de l'environnement, des besoins de la faune et de la flore, des besoins de l'humain,
Et en partant des besoins de l'humain et en partant des besoins de l'environnement, nous allons pouvoir comprendre que le modèle que vous développez avec d'autres, car nous avons là d'autres personnes qui assistent à notre intervention et qui sont dans le même paradigme, à quelques nuances près, eh bien, il faut comprendre que nous allons là un modèle qui va devenir l'avenir. Bien sûr, il y a l'économie, bien sûr, il y a le social, bien sûr, il y a l'environnemental, bien sûr, il y a ce paradigme nouveau que vous offrez dans le bassin de vie. On l'a bien compris qu'au niveau de l'air, de la terre et de l'eau, il y a de très nettes améliorations en moins de 3 ans, il faut le souligner. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister, s'il vous plaît, c'est le point de la transmission des valeurs, le point de la transmission de ce paradigme pour les jeunes générations. Et pour avoir eu l'honneur d'avoir rencontré Madame Valentine de Ganay un samedi matin pour comprendre la vision de ce groupe, eh bien la vision est là, la vision est proche. Je dirais qu'on est à bout touchant. J'aurais aimé simplement que les politiques assument leur signature et leur co-signature. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement, un élément immatériel. Ce que je peux dire simplement, c'est que tout à l'heure, j'ai fait sourire notre ami de l'Université du Sud en disant que Bruno pouvait constituer une franchise en pensée et en action, se dire qu'on peut faire cela sur toute l'Europe et on peut, au moment où le mot souveraineté revient enfin, ce qui a été mon combat pendant 30 ans, le mot souveraineté revient enfin, on a la capacité de remembrer, de restructurer des territoires, d'être sur l'innovation, de créer des emplois et de structurer au fond non seulement des produits alimentaires qui répondent aux besoins de la santé et aux besoins de l'humain, avec moins de diabète, moins d'obésité, parce que plus de phénol, parce que plus d'aliments structurants en termes de densité nutritionnelle, et puis évidemment des bassins de vie qui seront remembrés sur le plan de la recherche-développement, donc de l'innovation, donc de l'économique. Et puis le vrai souci, c'est qu'il faut que nos politiques, sans en faire, mais il faut que nos politiques comprennent qu'il y a cette transmission à faire, non seulement dans des lycées agro-environnementaux, mais également dans des écoles traditionnelles. Or, je vois très bien, là où je passe très fréquemment dans des écoles classiques, hein, nous n'avons malheureusement pas ce message. Et dernier point, dans les médias, le discours est politique, alors qu'il ne devrait pas être politique, il devrait être transversal, apolitique, et on devrait penser comme ça dans chaque foyer fiscal de France et d'Europe et d'ailleurs, et on devrait avoir la capacité de dire, eh bien, grâce aux jardins de proximité, grâce, par exemple, au jardin d'ortillonnage d'Amiens, vous savez, c'est peu de choses, donc cette ville magnifique du Nord, où il y a des jardins d'ortillonnage, eh bien, les détails que vient d'expliquer Bruno sont déjà exprimés par des petits territoires locaux et on apprend à vivre avec son propre environnement. Donc pour moi, c'est une belle victoire. Je dirais que quand Henriette Co, grâce à Jean-Pierre Brunet et Frédéric Pfefferberg, me présente le paradigme de Bruno quand je suis venu vous voir, ça n'a pas été un choc. Ça a été pour moi une révélation de constater qu'effectivement, il y a aujourd'hui des personnalités pragmatiques qui vivent avec la démonstration qu'économiquement, nous pouvons nous en sortir, mais il y a encore un immense chemin à faire, celui de gravir tous les échelons de chaque étape sociale dans ce pays. Voilà, mesdames et messieurs, je dirais qu'il y a maintenant des questions à poser. On pourrait effectivement faire parler des jeunes enfants, on pourrait faire parler les universitaires, on pourrait faire parler des élus. Moi, j'ai une question à poser qui est très simple. Bruno, en combien de temps faut-il pour un jeune agriculteur qui a bac plus 2, 3 ou bac ou avec un métier qui veut se reconvertir, combien de temps il faut pour absorber votre savoir-faire? Vous n'allez pas partir à la retraite parce que telle est ma volonté, vous allez rester encore 5 ans. Et donc concrètement, et je sais que Valentine de Ganay sera tout à fait satisfaite, ne me faites pas ce signe-là. Concrètement, combien de temps faut-il pour faire un homme ou une femme qui a votre expérience? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, combien de temps? Mais je ne sais pas répondre à cette question. J'étais déjà le même quand j'avais 20 ans. Oui, donc il faut... J'avais déjà ce questionnement, mais pourquoi j'avais ce questionnement à 20 ans? C'est que l'enseignement agricole public a aussi beaucoup de qualités. Et que nous avions des enseignants qui étaient, à l'époque, à ce moment-là, parce que ça a un petit peu changé,
il y avait dans les lycées des ingénieurs d'agronomie. L'agronomie était une matière enseignée. On avait des cours d'écologie. On n'était pas des écologistes, on était des écologues. On nous formait à être des écologues, à connaître les écosystèmes. On avait des profs d'économie qui essayaient de nous montrer, sans faire de prosélytisme, l'ensemble des modèles économiques présents, et etc. Donc, à 20 ans, on avait une formation. J'ai été surpris quand j'ai repris les études à 40 ans pour devenir ingénieur des techniques agricoles. Ce que j'avais eu comme formation à 20 ans était pas du tout obsolète. Donc, on avait eu la chance, avec mes collègues, tous ceux qui étaient passés par ces formations-là, d'avoir en face des hommes et des femmes qui étaient déjà extrêmement impliqués pour un monde comme ça. Celui que je vis, quand je vis le monde comme ça, c'est ce que j'essaye de faire actuellement. La seule chose, c'est qu'on est dans un système où, à la sortie des écoles, les jeunes ont une formation qui est assez ouverte, et en 2 ou 3 ans, la profession récupère tout le monde et veut voir qu'une tête. On est dans un modèle qui date on est dans un modèle cloné. Qui est le modèle agricole, et où on était sous la Troisième République, le ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur, et où il fallait canaliser l'ensemble du monde agricole et du monde ouvrier. Donc, on est issu de ça, et ça pèse encore sur le monde agricole, et il y a une reprise en main des agriculteurs à la sortie. J'ai un copain, parce que là, j'ai eu une commande pour écrire un livre, et j'ai demandé 2-3 à des amis de faire 2-3 qui me racontent un peu leur pourquoi le bio, leur pourquoi ils sont devenus des crapauds fous, pourquoi ils sont allés dans l'autre sens que la majorité des gens. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ça m'intéresse. Eh bien, il y en a un qui me dit, mais moi, je veux passer en agriculture biologique et je ne peux pas, j'ai des emprunts, il est verrouillé par la banque, par l'assurance, par la profession, le regard qui tue du voisin qui ne veut pas voir de chardon, qui ne veut pas voir de coquelicot, et qui va faire pression sur le jeune ou le moins jeune, parce que pour moi, un jeune agriculteur, là aussi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Un jeune agriculteur, pour moi, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'entrée dans la profession. Si on entre à 50 ans, on est jeune agriculteur. Si on entre à 60, on a encore peut-être, comme vous dites, on peut avoir encore de l'espoir de faire les choses. Et on est jeune agriculteur si on n'a jamais fait ça. Alors que la profession, elle a bien scindé. À 40 ans, on est plus jeune agriculteur. Et même pour les aides, à partir de 40 ans, on n'a plus les aides. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on canalise toutes les aides vers des enfants ou d'agriculteurs. C'est Bourdieu, hein. On est en pleine à Bourdieu, la théorie de la reproduction. Hein. Et on empêche à d'autres d'entrer dans la profession. Alors, avez-vous autour de vous des élèves qui observent, qui apprennent, qui expérimentent, qui structurent tout ce que vous faites en ce moment? Alors, en ce moment, j'ai un collègue qui a 23 ans et qui m'apprend autant de choses que je peux lui en apprendre. Donc, vous voyez, là il n'y a pas besoin d'attendre 63 ans, enfin 62, bientôt 63, pour avoir et il y a de fortes chances que mon successeur, qui en a 25, qui sort d'une école d'ingénieur, parce qu'on veut tuiler sur une longue période, donc on va peut-être enclencher ça dès septembre, le tuilage. Il a déjà, même sur certains points, il vient de sortir des études. Moi, il a même peut-être plus de talent que je n'en ai. Voilà, donc là-dessus, je ne suis pas. Il y a des jeunes, on l'a bien vu avec la remise de diplôme des jeunes d'AgroParisTech. Voilà, il y a des jeunes qui disent si on veut aller vers. Et ils ont été
épinglé, vilipendé, tout ce qu'on veut, alors que l'idée, c'est de dire, bon, on arrête là les conneries, on s'y met au climat, on s'y met à la biodiversité, on y va, on arrête on va jusqu'où. J'étais en Grèce avec ma compagne, qui écoute, pendant 15 jours sur l'île de Rhodes, parce que elle a son fils qui travaille sur une autre île, mais on est obligé de passer par là. La mer est morte. Tout est mort. Les rochers sont vides. Il y a même plus de Posidonie, il n'y a rien. Mais les sols, c'est pareil. Alors, on a plus de sol, on n'a plus de mer, l'air n'est pas brillant, mais ce que l'on ne se rend pas compte, c'est qu'on fait partie de la biodiversité. Alors moi, je suis triste parce que j'y ai participé, je ne peux pas critiquer, j'y participe, je suis le système, j'ai participé à cette dégradation. Et je l'ai fait pendant une dizaine d'années en toute bonne foi. J'ai mis des pesticides, j'en ai utilisé, j'en ai peut-être plus que la plupart des céréaliers d'ici, de la Seine-et-Marne, parce que moi, je n'avais pas de protection. Parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de cabine, j'avais pas d'informations sur la dangerosité. Et je pensais que c'était des produits, puisqu'ils étaient vendus, étiquetés, réglementés, que je pouvais les utiliser en toute sécurité. Donc vous voyez un peu, moi je ne cherche pas à dire les agriculteurs ont tort ou ils ont raison. Ce que je dis, c'est que maintenant il faudrait peut-être arrêter de tergiverser. Le passé, c'est le passé. On a fait des conneries collectivement. Le constat, c'est que c'est une catastrophe à venir, mais en urgence. Vraiment en urgence. C'est impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, dans chaque parlementaire, chaque personne, chaque individu devrait se dire, est-ce que ce que je fais va améliorer, est-ce que je dégrade ou est-ce que je regrade? Voilà, c'est tout. C'est pas des choses compliquées. Si on s'y met collectivement, si on en prend conscience collectivement, il me semble que l'on pourrait vraiment résoudre, pas tous les problèmes, mais en tout cas avancer. Je ne sais pas ce que je ressens actuellement et j'ai une grande inquiétude pour l'avenir, pour les générations futures. Voilà. Mais j'espère être un oiseau de mauvaise augure et que ce que je constate, ce que je vois, je crains d'être très sensible aux signaux faibles et que ces signaux faibles, maintenant, ce ne sont même plus des signaux faibles, ce sont des signaux forts et qu'il y a l'urgence, elle est absolue. Je redonne, mais c'est l'âge, ça doit être l'âge. Voilà. Alors, je n'entends pas, je ne sais pas si c'est normal. Henriette, Merci Bruno, merci Bruno. Je crois que nous avons perdu la connexion avec notre animateur qui a eu beaucoup de mérite à animer ce soir. Il est dans un hôtel en province. J'espère que la connexion va venir. Nous allons ouvrir quelques questions. J'en avais une à te poser, mais nous avons terminé l'enregistrement ici, même si la visioconférence se poursuit. Nous remercions tous nos auditeurs présents et futurs sur la chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir sur notre site liberté-et-prospective.org les autres conférences qui vous intéresseraient. Nous demanderons à Bruno Saillé et à Valentine de Gagné de venir rencontrer, si l'on le peut, les parlementaires qui pourraient vous entendre. Nous donnerons une suite à votre intervention et nous allons ouvrir le débat après la fin de l'enregistrement. Je vous remercie tous pour votre participation.